Voilà, donc j'enchaîne les vidéos. J'ai une petite heure donc à vous consacrer et à pouvoir donc développer certains éléments. Donc, comme tu le sais, moi j'ai eu une dizaine de voitures. Ça fait longtemps, je n'ai jamais eu réellement de diesel. J'en ai eu deux, si on peut dire. Le diesel, c'est vrai que reste toujours intéressant par rapport aux consommations. Très faible, très cher au niveau, malheureusement, à la pompe. Et on va développer sur l'essence et surtout, finalement, la différence qu'il y avait entre une essence thermique et une hybride. On va voir que c'est très peu. Et l'hybride rechargeable qui était là juste en fait pour venir draguer les clients en leur disant vous avez vu c'est pas mal l'électrique hein, mais ça faisait tout mais mal. Donc on va revenir vraiment sur l'historique. Donc au départ déjà l'essence c'était avec du plomb, on avait des voitures qui consommaient énormément, il y avait un rendement pourri, et puis je dirais à partir des années 80-2000 on a commencé quand même à avoir des véhicules très intéressants, notamment aussi avec des boîtes 5, 6, 7, puis après des boîtes 8, 9, 10, donc ça, le fait d'avoir une boîte de vitesse, une très grosse boîte de vitesse, ça permet de réduire les consommations. Par contre, qui dit une boîte auto, une boîte avec de plus en plus de vitesse, obligatoirement, veut dire bah, le jour où il faut la changer, ça coûte très très cher. Donc, sur l'essence, j'avais fait une vidéo en disant bah voilà le mythe de la voiture à 1 litre au 100, qui n'est jamais arrivé, qui était trop cher, et en fait c'était illusoire. Avec tous les systèmes qu'il y a eu, tu as bien vu, de filtres, de machin, et puis finalement l'antipollution est venue apporter des contraintes au niveau donc du moteur, puisque on empêchait en fait de respirer, et un moteur en fait qui ne peut pas respirer, bah, finalement on est obligé de le gaver encore plus, le gaver notamment d'un turbo, et on sait très bien que les constructeurs, en fait moi notamment sur la Mito, l'Alfa Mito, te donnait à 5 litres, et puis j'étais entre 8 et 12 litres, c'était astronomique en fonction de l'usage que j'avais, j'étais un peu plus en ville, ou si j'étais en stabilisé. Donc quand j'étais en stabilisé, c'était assez correct, mais pareil, le THP, je descendais pas en dessous de 9-10 litres, c'était assez catastrophique pour un 1,6 litre. Et donc, bah, il y avait beaucoup, en tout cas un peu dans le turbo, hein, à peine 40 chevaux. Hein. Le véhicule n'avait pas doublé. Mais mis à part les Allemands, c'est vrai qu'ils étaient très 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 forts. Moi j'ai eu pas mal d'Allemandes. Les consommations étaient vraiment intéressantes. Après, donc, on a eu l'hybride avec notamment Toyota. Mais tu vois, hier, j'ai eu la personne donc, qui a acheté donc, une Prius. Moi, c'est ce que je savais, c'est-à-dire qu'on t'avance des 3 litres, des 2 litres 5, des 4 litres. Et puis, en moyenne, il était à peu près à 6 litres. Parce que ce qui est important, c'est pas ce qui est marqué à l'ODB. C'est, tu fais ton plein. Quand tu pars en vacances ou n'importe où, notamment, l'idéal, c'est national, ça va te donner une très belle consommation. Tu regardes quand tu as vidé ton plein. Tu refais ton plein, tu regardes à la station, tu as fait 40 litres. Avec ces 40 litres, tu avais remis à zéro avant de partir. Tu as fait, mettons, 200, 300, peu importe, 400 km. Et là, tu te rends compte donc avec combien de litres, combien tu as fait de kilomètres. Et c'est pour ça que moi, à un moment donné, j'avais regardé 2 hybrides. Et d'ailleurs, chez Toyota, ils m'avaient plutôt déconseillé le rechargeable, mais on va en parler à la fin. Donc l'hybride, moi j'avais vu au départ le RAV4, qui était quand même à 44 000 euros, ça fait quand même très cher pour ce que c'est. Le véhicule a un look assez sympathique. Ça fait longtemps que moi j'ai arrêté les pots d'échappement parce que je les trouve de moins en moins jolis, puis finalement ça me manque pas. Et avec les normes de toute façon anti-pollution, un véhicule depuis plus de 10 ans, 15 ans, avec l'injection directe, les pop-up guns, machin et tout, ça fait un bruit, je trouve, de chiotte. En fait, il a perdu vraiment, c'est un petit peu comme un fromage, ça veut de la dire, tu vois. Un bon fromage qui pue, tu vois, il pète en bouche, tu vois, ça pue bien, tu vois, tu l'ouvres. Là, c'est tout ce que ma femme elle déteste. Tu ouvres le frigo, paf, une odeur. Bah là, c'est pareil, ça manque vraiment de caractère. Et donc, c'est des véhicules qui sont assez neutres. Tu démarres comme ça, un peu. J'avais essayé la dernière Boxster à l'époque, le 2,7 litres en injection directe. Donc, c'était, je crois, à partir de 2009, je crois, ou 2011. Bon, ça rage comme ça et tout. Je dis, mais c'est bon, qu'est-ce qu'elle a besoin? Enfin, moi, j'aime bien, tu vois, ce petit ronronnement, les feulements, voilà, que il y a un bruit, en tout cas, caractérisé.
encore une fois, on va pas revenir là-dessus, mais les ingénieurs, ils pensent pratiquement tous la même chose, donc c'est compliqué en fait. Tu verras que pour l'électrique, ça sera pareil. On va avoir beaucoup de similarités au niveau donc des moteurs, des batteries, de plein de choses, donc c'est en tout cas assez compliqué. Et donc, au-delà du RAV4, j'avais regardé pour le Ford, le Qashqai. C'était pas un peu comme le modèle Y, je suis désolé, c'était pas la folie intérieur extérieur. Moi ce qui m'intéressait c'est qu'il était de base à l'éthanol. Ford sait très bien faire à l'éthanol, et le RAV4 était donné à 5-6 litres de consommation, t'étais plutôt à 8, et avec l'éthanol t'étais plutôt à 10, c'était le même système de moteur parisien, etc. Donc en gros 2 litres. Une fois j'ai fait une erreur, donc je sais même plus si c'est un 2 litres 4, 2 litres 5. Donc très gros moteur, mais qui faisait 160, 163 chevaux. Donc assez mauvais rendement, si on peut dire. On peut s'attendre quand même à avoir 200 chevaux pour un 2 litres 5 ou 2 litres 4, la Duratec de mémoire. Et on n'a jamais franchi le pas parce que finalement c'était inamortissable. Il valait mieux prendre une berline, et c'est ce qu'on a fait finalement avec une Laguna donc d'occasion. C'était pas trop cher les Laguna à cette époque-là, c'était 30 000 € pour avoir une Laguna full option avec une petite remise appliquée. Tu pouvais la tomber entre 25 et 27 000 €. C'était acceptable. Et donc en occasion, tu pouvais les retrouver facilement, je pense, à 10-15 000. Malheureusement, que ça soit même au niveau de l'éthanol, on fait jamais de miracle. Même d'origine, j'avais des petits ratés, etc. machin. Dis-moi au niveau du gaz si c'est à peu près la même chose. De toute façon, le gaz c'est la même chose. On a un octane qui est assez élevé, plus en tout cas que sur l'essence. Et donc obligatoirement, on surconsomme à peu près entre 15 et 25% en fonction, voilà, si on a le pied lourd ou pas, et puis de chaque véhicule. Donc, je ne me suis jamais orienté sur ce type de véhicule, que ça soit neuf ou d'occasion. J'ai failli regarder à un moment donné, ça avait vachement décoté. C'était le Lexus, alors pas le RX H 450 ou 350, je sais plus, 450, le 3 litres 6. Il consommait une folie, t'étais à plus de 10 litres là-dessus. C'est un taxi qui l'avait, mais c'était le RX là. Ça y est, je sais plus, tu me diras. Le petit, le plus petit, avec toujours la même technologie. Celui-là avait un très beau look qui était très intéressant, mais qui dit hybride dit deux technologies en même temps, et ça prend quand même énormément de place. C'est comme le GPL en plus, donc ce qu'il n'y avait pas avec l'éthanol. Donc moi j'étais resté donc sur l'éthanol, on était à 50-60 centimes, et donc j'ai finalement nexté. Regret, pas de regret. Et alors je n'ai jamais, absolument jamais pensé à l'hybride rechargeable. Maintenant que j'ai une voiture électrique, je comprends mieux de toute façon pourquoi c'est clairement une erreur. Donc les gens qui en ont sont très contents parce qu'en fait ils ont entre 30 et 100 km d'autonomie sur la partie électrique, avec des batteries qui vont de 5 à une vingtaine, ça peut être 15 kWh. Donc pour le quotidien, ils sont sur l'électrique. On en a discuté d'ailleurs avec Thomas, donc tous ses collègues ont beaucoup de 5008, 3008 hybrides rechargeables, ils sont quand même à 50 000 €, ça fait très cher, mais ça sera dans la conclusion. Donc sur cette partie-là, tu es tout le temps en fait en train de charger au travail et ça te coûte que dalle. Ça pose quand même un problème, c'est-à-dire que le moteur n'est jamais démarré. Donc tu peux te retrouver avec un moteur thermique qui ne démarre jamais, ou il va démarrer pour soulager donc batterie et surtout le moteur quand tu vas mettre une grosse accélération. Donc c'est toujours un petit peu ce système de start and stop. C'est très mauvais pour l'électro-démarreur, enfin en tout cas le démarreur. Tu coupes, tu remets, tu coupes, tu mets. Pour un moteur, c'est pas très bon non plus. C'est la même chose, j'en avais parlé du V8, que Audi, voilà, couper les cylindres. Bon, ils savaient plus quoi faire pour vraiment essayer de réduire la consommation et surtout les normes de CO2 en fait. Consommation rime obligatoirement avec CO2. Et donc, de pouvoir avoir des autonomies plus qu'acceptables en essence, faire son plein et puis voilà, de réellement avoir aucune contrainte. Au final, je trouve que c'était horriblement cher. Au final, il faut savoir que le fait d'utiliser uniquement la batterie, comme je viens de te dire, tu n'es jamais donc sur la partie thermique, mais pire que ça, tu vas user cette toute petite batterie prématurément, obligatoirement. Donc tu vas lui mettre un cycle ou un demi-cycle par jour. Donc imagine si tu lui mets un cycle par jour, ou tout même les 2 jours, tu vas lui mettre au moins 200 cycles. Donc au bout de entre 5 à 8 ans, déjà la batterie, quand je dis elle sera morte, les gens pareil ne comprennent pas.
soit elle va être fortement fatiguée, donc une dégradation de 30 à 40%, donc tu n'auras plus que 60% de l'autonomie initiale, sachant que déjà l'autonomie WLTP est fausse, même sur les voitures électriques, donc on t'annonce 80 km, au bout de 3-4 ans, tu vas être plutôt à 60 km, puis tu vas finir à 40 km, puis tu en auras tellement marre en fait de l'autonomie ridicule à la fin de 20 ou 30 km que tu vas vouloir la changer. Mais ça encore une fois, c'est un autre débat. Aujourd'hui, on a des voitures électriques avec des bonnes autonomies et des batteries conséquentes, minimum de 40 kWh. Ça serait intéressant de les racheter en seconde main, même fortement kilométrées, parce que même si elles ont une dégradation assez importante et surtout un LFP, bah, ça posera pas de problème. Honnêtement, quelqu'un voilà, où il y avait 300 km d'autonomie, peut-être que lui voulait 300, peut-être que 200, il y a quelqu'un qui sera content pour avoir 200. Bon, c'est pas les Zoé de l'époque où voilà, on t'annonçait 200, tu étais plutôt à 120, 140, et à la fin en hiver, tu finissais à 80. Donc, c'était quand même terrible. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Donc, résumé. Et pareil, petit bonus, je ne vois pas en fait comment l'hydrogène peut venir, et c'est là où j'étais totalement d'accord avec Voiture Ingénierie, et après j'ai arrêté parce qu'en fait tout le monde s'est mis à taper sur la voiture électrique, les Droma Economy, etc. Ou donc les Mirai, Toyota ou quoi que ce soit, c'est que la pile, finalement l'hydrogène fonctionne de la même manière qu'une hybride, et comme en fait on va dire une centrale nucléaire, c'est-à-dire que c'est même pas à l'instant T, c'est qu'elle a une puissance constante. Donc, quand tu vas aller moins vite ou quand tu vas décélérer, tu vas pas utiliser cette puissance. Donc, cette puissance va être accumulée, stockée dans une batterie. Et au contraire, quand tu vas appuyer très fort, eh ben, il n'y en aura pas assez. Donc, c'est là où la batterie donc prend le relais et pouvoir te donner la puissance suffisante. Et aujourd'hui, donc ce système finalement autre hybride ne peut pas marcher. Le moteur électrique, il est parfait. Franchement, il est parfait. Et ce qu'il faut donc améliorer aujourd'hui, c'est les batteries, de les densifier, qu'elles soient plus puissantes. Alors ça, on sait le faire dans un téléphone. Hein. Mais obligatoirement, qui veut dire une densité plus importante, veut dire aussi obligatoirement des cycles moins importants. Donc, il faut savoir ce qu'on veut aussi. À un moment donné, on ne peut pas avoir une densité comme une LFP un peu faible par rapport à une batterie NMC nickel manganèse cobalt. Ça, les gens en fait ne veulent pas s'intéresser à la partie chimie. Pourtant, c'est essentiel. Tu la prends en leasing, tu la prends en achat. Est-ce que tu prends dans ces cas-là une NMC? Est-ce que tu fais beaucoup de kilomètres? Est-ce que voilà, tu as besoin de charger finalement à 100%? Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Mais ça, malheureusement, c'est comme dans un bâtiment, c'est comme dans sa maison. Les gens s'intéressent à rien, ils s'intéressent pas à la VMC. Il y a les gros, elle est simple, elle est double. Les fenêtres, voilà, qu'est-ce qu'on met? Une porte, voilà, la domotique ou ce genre de choses. Au moins s'intéresser à un minimum. On ne demande pas de savoir comment fonctionne une anode, une cathode, le fluide et ceci, et si elle est dure ou quoi. Mais vraiment, c'est pour ça que je reste sur du basique et du général, pour que je pense qu'il n'y a rien de compliqué, et de comprendre que aujourd'hui le plus important c'est plutôt la chimie de la batterie sur une voiture électrique que le moteur. Ça après c'est une partie comportementale, et puis la clairement dégradation, les cycles et la régénération. Ça c'est aussi très important. Je l'ai vu notamment chez Toyota, la régénération. C'est la première fois que je voyais, mis à part avec la Dacia Spring, une régénération vraiment aussi faible. C'est ça aussi la très 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 grosse force de la voiture électrique que les autres en fait n'ont pas. Bon, l'hybride, voilà, tu as une petite régénération, mais c'est de pouvoir apporter une régénération optimale pour recharger constamment la batterie, parce que finalement la batterie, elle est constamment en train de charger, décharger. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, assez je pense, j'espère, complète. Donc le but, c'est pas de taper en tout cas, ça sera la conclusion dans la conclusion, de taper sur les doigts des personnes qui sont en hybride ou en hybride rechargeable. Je dis juste que je vois pas l'intérêt en fait aujourd'hui, par exemple, un RAV4 où tu es à 8 litres et à peu près à 2 € du litre, donc entre environ 15 € du 100 km, alors qu'aujourd'hui avec mon modèle Y qui est finalement plus grand, même à l'extrême aujourd'hui avec l'augmentation de tempo, si même je suis à 3 € du 100 km, eh bien ça fait quand même 12 € de différence. Donc sur 20 000 km, je te laisse faire la différence, hein, c'est près de 1500, 2000, 2500 €. Et le très
très gros plus, c'est que quand la batterie est de bonne qualité, mais elles sont toutes, franchement, en termes d'équivalence et de qualité, elles sont toutes très bonnes, c'est les entretiens. Et ça, les gens, pareil, hier, quand je dis, mais il y a des gens qui sont à 400 000 km sur des modèles 3 de 2020-2021, des taxis, ils n'ont rien fait dessus. Au final, la voiture ne vibre jamais. Donc la voiture n'a très peu de craquements. Donc la voiture vieillit très bien. Et le véhicule, en fait, voilà, n'a demandé même pas de plaquettes ni de disques. Et ça, c'est extrêmement positif. Mais je crois que on va vraiment avoir du mal avec certaines personnes qui ne veulent pas, qui ont des œillères, clairement qui ont des œillères, qui ne veulent pas les ouvrir. Et c'est ce qu'on appelle malheureusement le déni. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et à bientôt.